Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Tout d'abord, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour, vendredi 1er novembre 2013, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. À la réunion de ce Conseil des ministres ce matin, les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Brigitte Raffini, ont rendu hommage au président de la République pour les efforts personnels qu'il a déployés dans la libération des otages français. Une fatia a également été dite pour le repos de l'âme des 92 morts dans la région d'Agadez, ces compatriotes qui ont perdu la vie dans leur voyage au nord de notre pays. Rabi Bako Barokoba. Nous sommes bel et bien dans la salle de délibération du Conseil des ministres, où l'on constate aisément l'atmosphère très détendue qui a prévalu en ce lieu ce matin lorsque les membres du gouvernement ont accueilli la libération des otages avec une salve d'applaudissements. Une façon pour eux de rendre hommage au président de la République Issoufou Mahamadou, celui-là même qui a joué une large partition pour arriver au dénouement de cette prise d'otage le mardi 29 octobre 2013, une date inscrite désormais dans les annales de l'histoire. De la libération des 4 otages français, à cette occasion, l'ensemble des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, avait décidé et souhaité de faire ce qu'on vient de faire en présence des journalistes. Parce que vous l'avez fait pour le Niger, vous l'avez fait pour le monde entier et pour la stabilité et la grandeur de ce pays et surtout de tous les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO et surtout de notre partenaire principal, la France. Merci. Pour cette occasion, Excellence, Monsieur le Président, vous êtes un grand homme d'État et je pense que vous pouvez faire en sorte que ce Niger sorte des sentiers battus et nous pouvons compter sur nous. Merci. En tout état de cause, le Niger confirme qu'il n'y a eu aucune rançon versée pour la libération des otages français. Le résultat est le pur effort de la détermination du président de la République Issoufou Mahamadou, salué par la communauté internationale et confirmé par le président français. Patriotisme oblige, les autorités du Niger ne peuvent en aucun cas, en aucune façon se déroger de la réalité du pays. Un but de ce souci patriotique, l'on n'a pas perdu de vue ce récent drame survenu dans la partie septentrionale du pays où 92 Nigériens ont perdu la vie. D'où cette minute de silence suivie d'une fatia dite par les membres du gouvernement, comme quoi la pensée pour le Niger demeure un leitmotiv indélébile pour le président de la République, Issoufou Mahamadou. Le président ovationné donc par les membres de l'équipe de Brigitte Raffini. Restons dans cette salle avec le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour, vendredi 1er novembre 2013, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Les conclusions avec Rabi Bako. Au titre du cabinet du Premier ministre, le 13 août 2013, le deuxième gouvernement de la 7e République a été constitué. L'organisation du gouvernement ainsi que les attributions des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués ont été fixées par décret du président de la République du 8 octobre 2013. Un décret du Premier ministre en date du 9 octobre 2013 a précisé les attributions des différents membres du gouvernement. Aussi, afin de finaliser le cadre juridique et organisationnel permettant aux ministres d'accomplir leur mission, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte portant organisation des ministères ci-après. Projet de décret portant organisation du ministère des enseignements secondaires. Projet de décret portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Projet de décret portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports. Projet de décret portant organisation du ministère de la culture, des arts et des loisirs. Projet de décret portant organisation du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Projet de décret portant organisation du ministère de la communication et des relations avec les institutions. Projet de décret portant organisation du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Projet de décret portant organisation du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable.
Ces projets de décret sont conformes aux dispositions de la loi numéro 2011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation de l'administration civile de l'État et fixant ses missions. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt des montants de 12 900 milliards de francs CFA signé le 30 septembre 2013 à Niamey entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement relatif au financement partiel du projet de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamaské. Le 30 septembre 2013 a été signé à Niamey entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement l'accord de prêt des montants de 12 900 millions de francs CFA destinés au financement partiel du projet de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamaské. Cet accord vise à contribuer au financement des travaux de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamaské sur une longueur de 140 km, conformément aux normes de la CEDEAO en la matière. L'objectif global du projet est d'améliorer la mobilité sur l'axe Madawa-Bouza-Keta-Tamaské, contribuant ainsi à la promotion des échanges économiques et sociaux au niveau national et régional. Il s'agit de façon spécifique, à travers ce projet, d'améliorer la circulation sur la route en réduisant le temps de parcours d'environ 40% et de réduire les coûts d'exploitation des véhicules d'environ 20% à partir de la première année de mise en service de la route. Compte tenu des obligations financières en jeu pour l'État du Niger, cet accord de prêt ne peut être ratifié qu'à la suite d'une loi d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 169 de la Constitution. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mesure nominative. Le Conseil des ministres a examiné et adopté la mesure individuelle suivante. Au titre du ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Abdoussoumane, inspecteur principal des domaines à la retraite, est nommé directeur de cabinet du ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses sur le drame de la migration clandestine qui a coûté la vie à 92 de nos compatriotes, dont 52 enfants et 33 femmes. Il ressort de cette communication que ce drame est la résultante d'activités criminelles pilotées par des réseaux de trafiquants de toutes sortes. C'est pourquoi le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes. 1. Identifier tous les acteurs qui alimentent et entretiennent ces filières criminelles et les sanctionner avec la rigueur requise. À cet égard, les ministres en charge de l'Intérieur et de la Justice ont été instruits en conséquence. 2. La fermeture immédiate des réceptacles de candidats à l'immigration clandestine que constituent les ghettos qui émergent à Agadez. 3. Le déplacement du Premier ministre chef du gouvernement à Kanté, principal lieu de provenance de ces victimes innocentes, afin de présenter les condoléances de la nation meurtrie par cette tragédie. Une communication du ministre de la Santé publique relative à la synthèse de la mission de supervision des services de santé suite à une suspicion d'épidémie de diphtérie dans le district sanitaire de Terra, région de Tillabéri. Le jeudi 10 octobre 2013, la Direction régionale de la santé publique de Tillabéri a saisi la Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies du ministère de la Santé publique de l'apparition soudaine d'une pathologie atteignant un nombre croissant de personnes. Suite à cette notification, une équipe conjointe du ministère de la Santé publique composée de la Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies du Centre de recherche médicale et sanitaire et de l'Hôpital national de Lamordé a été dépêchée sur les lieux pour mener une investigation dont les objectifs sont
de faire une analyse la plus exhaustive possible de la situation, d'identifier la source du phénomène et d'appuyer le district sanitaire en ce qui concerne les préparatifs des activités de riposte en vue de circonscrire la propagation de la maladie. À l'issue de cette mission, il ressort qu'à la date du 14 octobre 2013, 23 cas ont été enregistrés dans 2 hameaux, Benguel, Tiari et Ferro, dont 7 décès, soit un taux de létalité de 30%. 5 prélèvements de gorge et 2 échantillons de sérum ont été effectués pour la recherche d'un diagnostic. En attendant les résultats du laboratoire, un important lot de médicaments a été mis à la disposition des structures de santé directement concernées et celles se trouvant dans les environs. En outre, les mesures suivantes ont été également prises, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique avec une définition claire des cas, le renforcement des activités de vaccination, la recherche et la prise en charge correcte des cas suspects, l'intensification de la sensibilisation des populations pour une consultation précoce dans les services de santé, le partage de l'information entre les services de santé et les autorités politico-administratives et coutumières, la sollicitation d'une expertise complémentaire de l'OMS dont l'équipe d'experts est déjà arrivée à Niamey. Une communication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur les inscriptions de nouveaux bacheliers dans les universités publiques du Niger. Le ministre a informé le Conseil des ministres qu'aucun dossier d'inscription de nouveaux bacheliers n'a été rejeté par les universités publiques à date. Un délai supplémentaire de 2 semaines a été d'ailleurs accordé aux bacheliers qui désirent s'inscrire à compter du 31 octobre 2013. Une communication du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La campagne agro-silvo-pastorale 2013 s'est caractérisée par une abondance des pâturages dans certaines parties de la zone pastorale qu'il convient de protéger contre les feux de brousse qui se déclenchent généralement dès le mois d'octobre. Cette année, compte tenu des périodes de sécheresse enregistrées pendant le mois de septembre, ces feux ont été précoces. Ainsi, au 31 octobre 2013, 100 cas ont été enregistrés pour une superficie totale ravagée de 115 169,35 hectares. Mesurant l'urgence de la situation qui commande d'accélérer la mobilisation effective des fonds pour lancer la campagne de lutte dans les plus brefs délais, à travers la réalisation des bandes par feu, des instructions ont été données au ministre des Finances pour le déblocage rapide des fonds relatifs. En outre, le Conseil des ministres a décidé que pour les prochaines années, les campagnes d'ouverture de bandes par feu soient réalisées au mois de septembre. Dans cette perspective, des instructions claires ont été données aux ministres concernés pour assurer l'effectivité et la pérennité de cette décision. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence le Président de la République a levé la séance. Et puis, conformément donc aux mesures prises par le gouvernement suite à la tragédie d'Agadez qui a causé la mort de 82 Nigériens, une patrouille de la garde nationale du Niger a intercepté et ramené à Agadez 2 véhicules 4x4 avec 47 personnes à bord en partance pour Assamaka. Juste après le Conseil des ministres, une forte délégation composée des membres du gouvernement dépêchés par le président de la République, chef de l'État, a prié pour le repos des âmes de disparus conformément au communiqué d'hier soir. Cette prière a eu lieu concomitamment à celle de la grande prière de vendredi, jour saint de l'islam. C'était à la grande mosquée de Niamey.
Agadez, toujours suite au drame survenu dans cette région et a causé donc la perte en vies humaines, et en ce jour saint de l'islam, des fidèles musulmans ont également imploré la grâce d'Allah pour le repos de leur âme. Hachim Mohamed, Malika Draman. Les fidèles musulmans ayant pris part à la prière de vendredi ont saisi l'opportunité que constitue le jour saint pour implorer la grâce d'Allah et sa miséricorde. En mémoire aux 92 victimes du drame survenu récemment dans le Sahara, une tragédie provoquée, comme vous le savez, par la panne de véhicules de transport en direction d'un pays voisin. Au nombre de nombreux fidèles ayant pris part à la prière au niveau de la grande mosquée Amskini d'Agadez, le gouverneur de la région, le colonel-major Graba Mikidou, qui a assisté à la Fatiha rendue par l'imam en présence de personnalités religieuses. Il a été demandé à cette occasion aux fidèles des autres localités de la région d'organiser des prêches et de multiplier les œuvres de bienfaisance pour la circonstance. Les victimes du drame survenu dans le désert du Sahara sont pour la plupart des ressortissants du département de Kanté dans la région de Zender. L'équipe de la station régionale ORTN de Zender s'est déplacée au niveau de localités ayant enregistré des pertes en vies humaines en compagnie des autorités administratives et coutumières pour présenter leur compassion. Graba Maman Kabiru, Ali Abdou. Dans cette tragédie survenue dans le désert du Sahara, à la limite de la frontière séparant le Niger de son grand voisin de l'Algérie, la région de Zender, à travers le département de Kanté, a été la région à payer le plus lourd tribut. Au total, et à titre provisoire, 54 personnes, dont la majorité des femmes et des enfants, pour la plupart ressortissants des communes rurales de Saouni, Kourni et Nambarto dans le département de Kanté, ont, dans des conditions extrêmement difficiles de voyage, trouvé la mort par manque d'eau, de nourriture et soins, confrontés à toutes sortes de difficultés et autres adversités naturelles difficiles à surmonter. Le préfet du département de Kanté, Hamidou Alassane, en compagnie du chef de canton de Kanté, Tontouma Abdelkader Amadou Issaka, et de la directrice départementale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Martamey, aussitôt officiellement informé et sur instruction du gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, s'est rendu ce vendredi, premier jour du deuil national décrété par les plus hautes autorités du Niger pour 3 jours au niveau de plusieurs villages endeuillés par cette tragédie pour s'enquérir largement de cette triste situation et compatir à la douleur de toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Occasion donnée à quelques rescapés pour expliquer comment ce drame est arrivé. Après plusieurs jours dans cette vaste étendue de sable, suite à des pannes de 2 véhicules qui les transportaient, destination Tamanrasset en Algérie, dépourvus de tout ce qui est nécessaire pour la survie d'un être humain, des tentatives du reste vaines, et après moult efforts, ont-ils expliqué, ils ont la mort d'Allah et impuissants assisté à la mort de leurs compagnons de voyage. Une situation en somme inquiétante qui interpelle tous et chacun et dont le préfet Hamid Alassane, au sortir de cette mission, n'a pas manqué de déplorer. Nous pensons qu'on doit arrêter ces choses au niveau d'Agadez, puisqu'on sait qu'à partir d'Agadez, quand on sort donc du Niger. Donc si on sort du Niger, on sait que c'est dans le Sahara, il faut qu'on interdise. Nous, on ne doit pas empêcher à nos populations de dire qu'elles vont voir leurs parents à Agadez ou à Hamid, mais de là-bas, puisque c'est le même territoire, il faut que les gars se mettent vraiment des dispositions pour empêcher à nos compatriotes de traverser ce Sahara-là, puisque c'est dangereux. Voilà ce que nous avons vécu aujourd'hui. C'est un exemple et je pense que vraiment on doit resserrer le taux au niveau d'Agadez, parce que c'est vraiment l'appel que je dois lancer. C'est là-bas qu'on doit sécuriser nos populations. Nos populations quittent ici. Souvent quand quelqu'un quitte à Hamid et il quitte Kanké pour aller à Agadez, les gens se dissimulent, ils vont dans des petits véhicules, disent qu'ils vont à Zender. Des Zender, les gens prennent les bus pour aller à Alit. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Mais à partir d'Alit, on sait qu'il y a des véhicules
faut que les autorités, en tout cas au niveau d'Arlit, empêchent ce trafic-là. Parce que tout le problème est là-bas. Les gars sont là-bas, on connaît. Il y a des Togolais, il y a des Ghanéens, il y a des Gambiens. Moi, je suis resté pendant 9 ans en lutte. Je connais très bien ce trafic-là. Et ça fait longtemps que ça existe. Il faut que les gens s'arrêtent. À noter qu'une mission au plus haut sommet de l'État est attendue ce samedi à Tantier, dépêchée par le président Issoufou Mahamadou pour ainsi transmettre les condoléances les plus attristées des autorités de la 7e République à l'ensemble de la population du département de Kanché, partant à celle de toute la région des Andes. Suite donc de cette édition avec ce communiqué du secrétaire général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant en promotion d'aspirants de la gendarmerie nationale. Au terme de ce décret, sont nommés au grade supérieur au titre de l'avancement normal. Les aspirants de la gendarmerie nationale dont les noms suivent à compter du 1er octobre 2013. Au grade de sous-lieutenant, les aspirants Zakari Ramatou, matricule 3329, Oumarou Fatouma, matricule 3436, Salissou Habibou, matricule 4753, Magaji Oumarou, matricule 3275, Ide Isaka, matricule 3488, Yakuba Adamou Zibo, matricule 3843, Ahmad Ibrahim, matricule 3463, et Anza Mahaman, matricule 2250. Ce communiqué également du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations du secteur public, parapublic et privé que conformément à la loi numéro 98-05 du 29 avril 1998 instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006, la journée correspondant au premier jour de l'an musulman, 1er Muharram 1435, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Une déclaration du Conseil islamique précisera le jour. L'an 2 de la disparition du président Ali Sebou a été célébré hier à Dingazi, dans son village natal situé dans la région de Tillabéri, et le gouverneur de la région et plusieurs proches du défunt ont effectué le déplacement. C'est un reportage de Abdullah Soumana et Jubonou. Outre le gouverneur de la région de Tillabéri, ils étaient nombreux ce matin, ses parents, amis, connaissances et proches à se joindre à sa famille en vue de se recueillir sur sa tombe. Lecture du Saint-Coran et Fatiha pour que Dieu et son âme ont été les temps forts de cette journée commémorative. Nous avons fait le déplacement, les amis du président Ali Sebou, pour commémorer le deuxième anniversaire de sa disparition. Il n'est plus parmi nous physiquement, mais il est toujours avec nous, dans nos cœurs. Le président Ali respirait la bonté. C'était quelqu'un qui était très généreux, qui était très serviable. Nous venons encore renouveler notre amitié et notre fraternité à la famille de Ali Sebou, qui reste pour nous un ami, un frère, un grand frère, avec qui nous avons connu des moments d'épanouissement, avec qui nous avons constaté l'évolution du Niger positivement vers la démocratisation. Donc nous avons visité sa tombe. Nous nous félicitons de constater l'effort qui a été fait pour construire cette tombe-là. Merci pour ceux qui ont joué dans ce sens-là. Nous remercions aussi tous ceux qui sont présents ici, amis venus nous accompagner pour pleurer sur la tombe de Ali Sebou. Les enfants du défunt, très reconnaissants pour cette marque de considération, expriment toute leur gratitude aux autorités de la 7e République et aux amis de leur défunt papa. Nous remercions son Excellence Al-Hajj Mahamadou Issoufou et tout son gouvernement qui n'ont jamais oublié le feu papa, le général Ali Sebou. Et en particulier, je remercie, et toute la famille Ali Sebou remercie monsieur le gouverneur, monsieur Djabir Hassimi, et puis toute sa délégation qui a pu apporter, il a apporté vraiment une grande délégation. C'est un soutien moral. Aujourd'hui, en ce deuxième anniversaire, nous sentons encore que le papa vit.
Il vit à travers ses amis, il vit à travers tout le monde qui le soutient. En tout cas, nous remercions tout le monde, sans exception. Une fatiha a été également prononcée pour que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, assiste notre pays, ses dirigeants et son peuple, mais aussi pour qu'il nous épargne de toute calamité. Et vous suivrez en partie magazine donc de cette édition un entretien avec le ministre des Finances, Jules Bayé, qui nous fera donc le point de la coopération économique Nigéro-Union européenne. Il prenait part donc à Bruxelles à la réunion sur le 11e fête de l'Union européenne. Suite à la déclaration des étudiants du Niger relativement à la non-inscription de certains nouveaux bacheliers, le ministère des Enseignements supérieurs a animé cet après-midi même une conférence de presse. Le ministre a expliqué la situation dans les différentes universités publiques du pays. Suivons un extrait de son intervention. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, il était question d'une incompréhension, surtout quand il était question de chiffres entre les autorités rectorales et puis les étudiants, qui brandissaient un chiffre de 3165 étudiants, c'est-à-dire non inscrits, et dont ils exigeaient l'inscription immédiate. Il y a eu plusieurs rounds de négociations. Et ces négociations ont permis aux uns et aux autres, c'est-à-dire de se comprendre. En fait, dans les 3 universités, c'est-à-dire de l'intérieur du pays, à savoir Maradi, Zender et puis Tawa, et à notre connaissance, aucun problème ne se pose. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau de l'université de Niamey. Mais pour avoir une vue beaucoup plus claire pour l'année académique, enfin pour la session 2013, l'ensemble du bachelier du Niger, tout bac confondu et toutes séries confondues, s'élève à 8763 bacs. L'université de Niamey seulement a autorisé à elle seule, c'est de 8763, j'ai dit bien autorisé, pas inscrit, 6146 inscriptions avec 374 sur la liste d'attente. Ce qui porte ces chiffres, quand vous ajoutez les 6163 plus les 374, ça donne 6520 bacheliers sur les 8763 bacheliers 2014, soit les 74% des bacheliers 2013 ont été autorisés à s'inscrire à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Maintenant, voilà le problème là où ça se pose. Et il est simple en réalité. Quand vous prenez faculté par faculté, la fac d'agro par exemple a autorisé 230 inscriptions. Autorisées. La liste est là, elle est sortie, elle est affichée. Mais concrètement, à l'heure où nous vous parlons, il n'y a que 180 étudiants qui sont venus pour s'inscrire. Vous prenez la faculté de lettres et sciences humaines. On a autorisé 2310 étudiants à s'inscrire. Et sur les 2310 étudiants à s'inscrire, c'est affiché, il n'y a que 849 à l'heure actuelle qui sont venus pour s'acquitter des droits d'inscription. La FAST, il y a eu une autorisation de 682 étudiants. C'est affiché aussi, tout le monde peut aller voir. Mais ceux qui sont réellement venus pour s'inscrire, il n'y a que 95, même pas 100, sur 682. Réunion de restitution des membres du programme pour la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Ces membres avaient effectué une mission au Brésil à l'effet de percer le secret du miracle brésilien en termes de recherche dans le domaine agronomique. La délégation nigérienne était conduite par le professeur Abdoulaye Soumana Gouro Djari Isaka. Le Brésil a de nombreuses similarités avec notre pays sur le plan agronomique. Cette visite a permis aux membres de la délégation de constater quel type de partenariat scientifique et économique les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont tous engagés dans un programme peuvent nouer avec les institutions de recherche du Brésil, dont la principale institution de recherche remonte seulement en 1973,
mais qui a fait de ce vaste pays d'Amérique latine, ces 40 dernières années, le 6e producteur mondial de lait et aussi le premier exportateur de viande bovine au monde. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme pour la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, qui est parrainé par la CEDEAO, n'est-ce pas, et qui est financé par la Banque mondiale. Il s'agissait pour nous de voir comment ils se sont organisés, comment ils ont financé leurs recherches, pour donc voir quel type de collaboration nous pouvons avoir avec eux pour nous aussi améliorer notre recherche agronomique, en particulier en ce qui concerne le Niger, la recherche agronomique en termes de recherche vétérinaire et zootechnique, puisque dans le cadre du PPAO dont je parle, nous avons comme spécialité l'élevage pour toute la sous-région ouest-africaine. L'intérêt de cette mission est de voir également comment ce vaste territoire, qui est le Brésil, a pu, grâce à la volonté des hommes et des femmes qui l'animent, transformer positivement son système agricole et financer sa richesse. Alors, la première comparaison que je fais, c'est que d'abord, c'est la gouvernance. La gouvernance en termes juridiques, en termes de vision, en termes de planification, en termes d'organisation, en termes d'éthique, en termes de valeurs cultivées telles que la culture, l'excellence scientifique. Hein. Ils ont développé la culture de l'excellence scientifique, ils ont développé l'esprit de partenariat, ils ont développé l'engagement, ils ont développé la culture du respect de l'environnement et de la société, et puis surtout, ils se sont donné une vision, c'est être les leaders mondiaux de production de produits agricoles. Selon un professeur, si les pays de la sous-région veulent emboîter le pas au Brésil, il faut impérativement organiser leur environnement de recherche, comme c'est le cas au Niger, grâce à l'avènement de la création du Conseil national de recherche agronomique, CNRA, qui est en train d'élaborer son texte pour pouvoir bien organiser cette recherche agronomique dans notre pays. Retour à l'intérieur du pays avec ouverture hier à Tawa de la réunion de sensibilisation et de la réactivation de la matrice qui fait quoi et où. Une réunion qui va permettre d'harmoniser les interventions de l'État et de ses partenaires. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Asma Tijani Yazirabiou. Les conflits et les catastrophes ne causent pas que les blessures. L'objectif de la présente réunion de sensibilisation est de réactiver la matrice qui fait quoi et où. Elle permettra du coup une meilleure maîtrise des interventions des partenaires humanitaires et de l'État sur le terrain. Cette réunion se tient au moment où la campagne agricole d'hivernage 2013 tire à sa fin avec l'arrêt précoce des pluies, ce qui n'a pas permis aux cultures dans plusieurs zones de la région de boucler leur cycle. Cette situation aura comme conséquence dans les mois à venir l'existence de plusieurs villages ou ménages vulnérables et nécessitera l'intervention de l'État et des partenaires. C'est pourquoi, en réplique à cette situation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence El Issouf Mamadou, a conçu l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dont la mise en œuvre permettra de mettre fin à ce fatalisme qui veut que sécheresse rime avec famine. C'est ici le lieu d'exprimer au président de la République, chef de l'État, au premier ministre, chef de gouvernement, et aux partenaires au développement toute la profonde gratitude des populations pour leurs appuis qui ont contribué au renforcement de la sécurité alimentaire dans notre région. À cet effet, je vous demande de faire preuve d'attention soutenue afin que la présente rencontre, dont l'objectif est de savoir qui fait quoi et où, soit l'occasion d'harmoniser les interventions des différents partenaires. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la réunion de sensibilisation et de réactivation de la matrice qui fait quoi et où. La mission conjointe de réactivation de la matrice 3W sillonnera toutes les régions du pays afin de savoir qui fait quoi et où. Une manière d'harmoniser les interventions des partenaires dans l'ensemble du pays. Clôture hier après-midi à l'hôtel Oasis de Niamey de l'atelier sur le renforcement des capacités de la Croix-Rouge nigérienne en matière de rétablissement des liens familiaux organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, à travers son département protection à l'intention d'une vingtaine de points focaux régionaux. Le rétablissement des liens familiaux vise à rétablir
ou maintenir des liens entre les membres d'une famille et faire la lumière sur le sort des personnes dont les proches ont perdu de contact du fait des conflits. Djouari Saka, Tahiru Hassan. Les conflits et les catastrophes ne causent pas que les blessures physiques. Au milieu de l'agitation, de la panique et de la peur, des familles peuvent se retrouver dispersées en quelques minutes et plonger des années durant dans l'angoisse de ne pas savoir ce qu'il est devenu d'un enfant, d'un époux et d'un parent. S'employer et retrouver ces personnes et les aider à rétablir le contact avec leurs proches sont une des principales activités que mènent le CICR et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Ces activités comprennent notamment la recherche de personnes portées disparues, l'échange de messages familiaux, le regroupement familial et les démarches visant à élucider les sorts des personnes qui n'ont toujours pas été retrouvées. Moi je trouve que c'est une activité très importante qui n'est pas toujours très visible. C'est une activité qui ne peut pas être très visible dans des temps où on n'a pas de problèmes. Mais dès qu'on a des problèmes, dès qu'on a une catastrophe naturelle, dès qu'on a la violence, dès qu'il y a un conflit, si ça soit dans le pays même ou un pays voisin, c'est là où on doit être prêt, on doit pouvoir réagir, et ça on peut que faire si on a des volontaires de la Croix-Rouge qui sont bien préparés, qui ont les moyens, qui sont proches de la population et qui peuvent fournir une réponse vite et efficace. Et aujourd'hui, entre le CICR et la Croix-Rouge nigérienne, on a établi ce réseau et je suis convaincu, et vous l'avez déjà prouvé sur le terrain, qu'on peut répondre aujourd'hui assez vite à des besoins. Et moi, j'ai une famille moi-même, et j'imagine, la plus grande souffrance que je peux avoir, c'est ne pas savoir où se trouvent mes enfants, où se trouve ma femme, où se trouvent mes parents. Et c'est là où vous allez intervenir un jour, où vous allez rétablir ces liens familiaux et vous allez contribuer à faire heureux des gens, à éviter ces souffrances. La délégation du CICR à Niamey, hormis son appui technique, ses efforts de formation et de renforcement des capacités de la Croix-Rouge nigérienne, souhaite, à travers cette formation, dynamiser les activités de rétablissement des liens familiaux, et c'est en réponse aux besoins liés au contexte général du Niger. Réfugiés maliens, migrants, retournés et réfugiés du Nigeria en la matière. La cérémonie de clôture a pris fin avec la remise des attestations. Le groupe de réflexion sur les industries extractives du Niger, GREN, a organisé lundi dernier une animation de sensibilisation dite FADA au niveau de la commune rurale de Kabelewa dans la région de Difa. C'était avec le soutien de l'ONG SUSAID. Adraman Boukari. Cette séance de sensibilisation dite FADA animée par le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger avec l'appui financier de l'ONG SUSAID portant essentiellement sur les impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation du pétrole, a pour objectif d'informer et de sensibiliser la population sur les impacts de l'exploitation du pétrole, de recueillir les préoccupations des uns et des autres, mais aussi et surtout de faire des propositions de solutions pour les actions futures et de renforcer les capacités de la coordination régionale de DIFA en matière de sensibilisation. À cette rencontre à laquelle les populations de Kabelewa se sont fortement mobilisées autour de leur premier responsable communal, preuve donc de l'intérêt tout particulier qu'ils accordent à cette question, le conférencier Ahmad Taher Haruna, représentant du comité de coordination nationale du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, et le coordonnateur régional M. Boulou Abari, ont donc à travers cette activité de proximité amené les populations de Kabelewa à mieux cerner tous les contours liés à l'exploitation du pétrole, mais aussi et surtout poser plusieurs questions d'éclaircissement auxquelles des réponses appropriées ont été apportées. Cependant, ils ont également au cours des discussions relevé plusieurs préoccupations, dont entre autres l'éternel problème de sous-emploi des jeunes, la précarité de l'emploi, la dégradation du tronçon d'Ifa-Ngigimi et celle relative aux espaces pastoraux, le manque de transparence dans le recrutement, la nuisance causée par les gros porteurs au cours de leur passage, les animaux qui sont régulièrement écrasés le long de la route par les gros porteurs. À toutes ces difficultés, les conférenciers ont pris bonne note et promis qu'ils feront d'elles leurs futures actions de lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la population et la préservation de l'environnement dans le cadre de l'exploitation du pétrole.
Les pèlerins nigériens ont accompli l'édition 2013 du Hajj à travers l'agence nigérienne du pèlerinage et de la Oumara ont regagné Niamey au petit matin. Ils étaient 407 et se réjouissent tous de la qualité de prestation de l'agence de leur choix, à savoir l'ANPE. C'est Noussoumela Ibrahim, Isaac Issa. Les pèlerins nigériens ayant fait ou reconduit leur choix sur l'agence nigérienne de pèlerinage et de la Oumara ANPO ont tous regagné le Bercail en cette matinée du 1er novembre 2013 pour les derniers arrivants, soit 407 pèlerins qui ne se sont pas trompés en portant leur choix sur l'ANPO pour la première fois pour certains. Le pèlerinage s'est bien déroulé, aucune difficulté majeure à signaler. Pour le présent vol, tous les pèlerins ANPO sont de retour. L'ANPO a démontré qu'elle est numéro 1. Les encadreurs ont pleinement joué leur rôle. Nous sommes tous de retour, aucune difficulté majeure constatée. Le Hajj s'est très bien passé, la facilité est constatée le long du processus. Que Dieu en fasse un Hajj Mabrur. L'ANPO a véritablement joué son rôle, que Dieu le bénisse. Le travail de l'ANPO est sans pareil et nous prions Dieu qu'il en soit ainsi pour les prochaines éditions. Je recommande vivement l'ANPO pour les prochains pèlerins. Pour d'autres qui sont à leur énième pèlerinage, c'est les grands amours avec l'ANPO. Ces deux femmes sont mes enfants. J'ai fait le Hajj avec elles. Moi, je suis à mon 9e Hajj, avec toujours ma confiance renouvelée à l'ANPO. La satisfaction de ce fait est assez expressive et conforte l'agence dans son souci permanent de faire de la satisfaction de ses pèlerins un motif d'autosatisfaction. On a 607 pèlerins, dont 158 vols réguliers, 407 vols, vols général. Ça a été bel et bien impeccable, sauf dans la vie tu ne peux pas satisfaire l'être humain. Quel qu'on soit ce que tu vas faire. Je crois que depuis l'avènement de l'islam au Niger, jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un Hajj exemplaire, référentiel, comme le Hajj de cette année. Ça, je te l'ai dit. D'abord, je vous notifie que nous étions, le groupe Agence d'Excellence ANPO, nous étions le premier à se rendre à Arafat. Et tu vois, et tout ce que nous cherchons, c'est de se présenter, de se stationner à Arafat. On était les premiers à être transportés à Arafat. Ça, je crois que vraiment, c'est historique. Et personne ne va te dire que par rapport aux années antérieures qu'il y a eu des difficultés. Ça a été très facile et le Coho s'est bel et bien vraiment occupé des pèlerins comme s'il le faut. Ce que nous voulons que les pèlerins comprennent, c'est-à-dire le Hajj c'est une épreuve. C'est une épreuve. Tu peux mettre toutes les conditions et Allah peut te prouver. C'est pourquoi il a dit toi tu dis que tu crois à Allah, tu es véridique que Allah ne te prouve pas. C'est faux. Il faut qu'il te teste pour voir si tu es vraiment parmi les véridiques ou bien les menteurs. C'est-à-dire, moi je te dis, ça s'est bel et bien passé. Le Hajj cette année-là, c'est un Hajj référentiel. Mais seulement, à chaque moment, chaque année, il faut voir là où il y a eu des failles et rectifier. Mais cette année, par rapport aux années antérieures, ce n'est pas mon premier Hajj, ce n'est pas le deuxième, le troisième. C'est-à-dire, je te dis que ça a été extraordinaire. À l'ANPO, l'esprit et le regard sont déjà tournés au prochain rendez-vous. Retour à l'intérieur du pays avec lancement hier à Maradi des travaux d'installation du gazon synthétique du stade municipal. La cérémonie a été réussie par la présence du directeur du cabinet adjoint à la présidence de la République, Ibrahim Yakuba, par ailleurs vice-président de la FENIFOOT, Moussa Jariri Sanoussi Garba. Après le stade municipal de Niamey, ceux de Tawa et Zender, c'est au tour de celui de Maradi d'être doté de gazon synthétique. Les travaux d'installation de ce gazon synthétique de dernière génération, exécutés par le génie militaire, ont démarré ce matin en présence du président du conseil régional Bala Paté, du président du conseil de ville Kassou Mokhtar et ses proches collaborateurs, ainsi que du président de la Ligue régionale de football, Al-Haji Rabamon Kashi. L'installation de ce gazon synthétique, faut-il le souligner, est l'aboutissement d'un long processus qui a duré plus de 2 ans.
a dit le président de la Ligue régionale de football, qui avait plaidé auprès du président du conseil de ville, Kassou Mokhtar, qui à son tour s'est adressé à la FENIFOOT pour doter le stade municipal de Maradi de gazon synthétique, plus facile à entretenir que le gazon naturel. L'Haji Rabé Maman Kachi et Kassou Mokhtar se sont réjouis des résultats positifs de leur démarche qui a abouti à la présente cérémonie. Pour le vice-président de la FENIFOOT, ce n'est que justice faite pour la région de Maradi, restée pendant longtemps pépinière de football au Niger. C'est ma joie d'être ici à Maradi à l'occasion du lancement de la mise en place de la pelouse de Maradi. C'est un projet que nous avons pour le stade. Il y a des investissements qu'ils doivent faire, ils peuvent le faire. Je pense qu'il faut leur poser des requêtes pour qu'ils les financent, parce que les ressources de la mairie doivent financer le sport et le développement de la jeunesse à Maradi. Peu après cette cérémonie, le président du conseil de ville, Kassou Mokhtar, a visité le chantier de construction du centre socio-éducatif des jeunes dénommé Centre Sani Habou Magaji de Maradi, financé à hauteur de plus de 11 millions de francs CFA sur fonds propres de la ville. Ce centre, dont les travaux avancent normalement, est destiné exclusivement aux jeunes et abritera des ateliers de couture, d'informatique et de jeux. Suite à la libération des otages français par les plus hautes autorités de ce pays, l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie ANPTH et l'Association nigérienne des guides accompagnateurs du tourisme ANGT ont réagi par rapport à ce heureux événement. Une action qui, sans nul doute, apportera un soulagement dans ce secteur qui a tant souffert. Suivons leur réaction au micro de Khadijatou Hassan et de Sidoukou Abdou. Je suis heureux pour les ex-otages et leurs familles, car vraiment c'était un calvaire au bout de 3 ans. Je suis heureux pour le Niger, parce que le Niger a mené les négociations à la réussite, alors que d'autres pays ont essayé mais n'ont pas réussi. Et je suis heureux pour le tourisme, parce que depuis 3 ans, le tourisme nigérien était mort, même pas au goutte à goutte. Et ce petit espoir montre que le Niger est un pays de paix, un pays où il fait bon vivre, et j'espère que cette libération permettra de redorer l'image du Niger qui a été souvent salie par certains médias. Cette libération des otages français ne peut que me réjouir en tant que d'abord Nigérien, parce que quand même ces Français ont été enlevés sur le territoire nigérien, et à l'époque nous avons senti même un affront, et cet affront vient d'être lavé par les plus hautes autorités de notre pays. Je me réjouis aussi parce que quand même je suis membre du bureau nigérien des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, et à ce titre nous pensons que cette libération va être un déclic pour la relance du tourisme de manière générale donc au Niger. Et à cet égard, nous espérons que avec cet heureux dénouement, que le Quai d'Orsay va désormais donc enlever, n'est-ce pas, le Niger sur la liste rouge, sur la liste de zones rouges qu'ils ont élaborées à partir d'un certain nombre d'événements. Vraiment, c'est une joie et je peux vous dire qu'on est relâché un peu. On sent que nos activités sont bloquées, mais maintenant, ouf, on est relâché maintenant. Alhamdulillah, on prie vraiment l'initiateur, on le remercie beaucoup. Et en tant que Nigérien et acteur du tourisme, c'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime. Et j'envoie mes félicitations au président de la République et à l'équipe à laquelle il a eu confiance pour aller mener ces négociations qui ont abouti à la libération de ces otages. Et comme vous le savez, notre secteur a trop souffert par rapport à cette situation de prise d'otages. Et j'espère qu'à partir de cet instant, le Niger a rempli son contrat. Il reste qu'aux autorités françaises d'honorer leurs engagements aussi. Comme vous le savez, le Niger est classé dans les pays de la ligne rouge. Et c'est ça qui freine beaucoup le développement et surtout l'activité touristique au Niger. Et suite au dénouement heureux de la prise d'otage des 4 Français, les citoyens se sont prononcés
pour apporter leur soutien aux autorités de la 7e République, en particulier le chef de l'État pour son implication personnelle au cours de ce processus. Les Échos à Maradi et Zender. Parce que ce n'est pas une tâche aisée, faire libérer jusqu'à 4 otages et sans aucune condition. Donc vous voyez ça, je pense qu'on ne peut que vraiment s'en réjouir et être fier d'être vraiment nigérien, parce que ça montre la capacité de faire de l'impossible à possible. Donc je pense que nous sommes vraiment contents et vraiment depuis que j'ai appris la libération, il n'y a que la joie qui m'anime d'être vraiment un Nigérien aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, c'est inédit en Afrique. Et ça, je suis sûr que la reconnaissance sera au-delà de nos frontières. Ce qui vient de se passer, la libération ne laisse pas les Nigériens indifférents. Et c'est pourquoi, en tant que Nigérien, je suis très ravi, je suis très content de ce qui vient de se passer. Cela prouve encore une fois de plus que le Niger est un pays de paix et qui cherche à vivre en paix entre les citoyens, entre les Africains, mais aussi à travers le monde entier. Je crois que cette libération des otages, il faut mettre ça sous l'actif du président de la République. Le président de la République, effectivement, c'est un homme de paix. Il a toujours combattu pour la paix. Et je crois que ce qui vient de se passer, l'effort qu'il a fourni pour libérer ces otages-là, montre concrètement à quel point le président de la République est attaché à cette paix-là. Cet acte-là, effectivement, pour moi, c'est une grande émotion. Et ça, j'en félicite notre gouvernement par rapport à cette situation. Ça a vraiment élevé le rang du Niger à travers notre politique mondiale. Et personnellement, je voudrais adresser mes félicitations parce que Daniel Larib, c'est mon chef. C'est mon chef parce que j'étais à la Somalie, ici un ancien retraité, c'est mon chef direct. Effectivement, quand il y a eu cette attaque, j'étais là-bas à Net, c'était à peu près à 20 mètres de chez moi. Ça vraiment, je suis très content de cette libération et j'adresse mes vives félicitations et tous mes remerciements au gouvernement du Niger pour cet acte-là qui a été réalisé. Au président de la République. Effectivement, j'adresse mes félicitations à la famille de Daniel Larib et tous les autres et félicitations. Les sentiments qui m'animent, vraiment je suis très très content des efforts que le gouvernement, enfin le président d'abord, et le gouvernement nigérien a tout fait pour que ces gens-là soient libérés. Parce qu'il est dit que tout le monde doit être libre, depuis les oiseaux, les animaux, jusqu'à nous. Donc vraiment c'est un sentiment vraiment très 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 satisfaisant. Et je souhaite que cela ne se répète pas, mais dans un autre cadre, si toutefois ça se répète, afin que notre gouvernement arrive à faire quelque chose pour pouvoir faire réussir la vie en communauté de tous les pays du monde. Ces otages-là, ils ont été enlevés sur le territoire nigérien. Donc c'est un honneur pour le président de la République. D'abord, c'est la première personnalité à féliciter et le gouvernement aussi. Il y a aussi les forces de l'ordre et de sécurité parce que c'est avec leur effort, ils ont ménagé aucun effort matin, midi et soir pour la libération de ces otages-là. Et je félicite aussi l'ensemble du peuple nigérien parce que en ce moment-là, la France reconnaît que le Niger est important pour l'Europe en général et pour la France en particulier. J'aloue beaucoup le courage du président de la République. C'est une très bonne chose. C'est même sauver même des vies humaines qu'il a fait. Et avec vu cela, et l'image même de notre pays quand même, par rapport à ça, ça va rehausser l'image même du pays. Je peux dire qu'en tant que Nigérienne, vraiment je suis fier que ces otages soient vraiment ramenés sains et saufs. Et on peut dire que vraiment le Niger s'est beaucoup investi par rapport à cette prise d'otage-là. Et je remercie aussi beaucoup notre président qui s'est beaucoup investi. On peut dire que c'est un exploit que le président a fait. Tout Nigérien doit être heureux
une action s'est passée sur notre territoire. Et grâce à l'effort du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, un résultat concret a été trouvé. Et le résultat, c'est quoi? Les gens ont vu les 4 otages venir d'abord être accueillis par le président de la République avant de les remettre aux autorités françaises. Vous savez, en matière, effectivement, en matière de responsabilité, le Niger est un pays pas comme les autres. C'est une responsabilité. Le président, il sait que ça s'est passé sur son territoire. Il s'est mis et il a réussi. Vraiment, c'est un chapeau et à travers lui, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est content. Vraiment, je suis très satisfait. Je suis ravi vraiment d'avoir libéré ces gens-là. Et nous encourageons vraiment les plus hautes autorités de ce pays qui ont ménagé leur effort vraiment pour la libération de ces otages-là. La partie magazine à présent de ce journal, nous vous invitons à suivre un entretien avec le ministre des Finances, Gilles Baye. Il nous fait le point de la coopération économique nigéro-européenne. Gilles Baye donc a participé à Bruxelles, la réunion sur le 11e fête de l'Union européenne. Bonne réception à toutes et à tous. C'est qu'on a débattu de plusieurs thèmes, une dizaine de thèmes je crois. Donc le premier, comme indiqué ici, c'est quel support l'Union européenne peut apporter aux organisations d'intégration régionale. Et c'était le premier thème. Donc, il y avait un certain nombre de points qui ont été développés, mais en ce qui nous concerne, nous avons attiré l'attention sur essentiellement 3 points, à savoir que l'intégration, telle que c'est fait dans la sous-région, n'utilise pas tous les instruments qui sont prévus par les traités et qu'il fallait mettre en place un mécanisme pour compenser les moins-values économiques, c'est-à-dire les fonds de développement. Et ceci pour avoir, si vous voulez, un développement équilibré de la région. Vous ne pouvez pas faire une intégration quand vous avez une inégalité de croissance, une inégalité de développement dans la même région. Quand on regarde ce que l'Union européenne a fait, elle a commencé d'abord par rehausser la croissance, le produit intérieur brut des pays qui sont les moins avancés jusqu'à un certain niveau, avant donc de continuer à prendre des mesures qui concernent tout le monde. Donc nous, il faut que cela soit complété. Donc ce que nous pouvons demander à l'Union européenne par rapport à ça, c'est de suppléer, voire de compléter les efforts donc, de la CBA et de l'UEMOA pour parvenir à un développement équilibré de la région. Le deuxième point sur lequel nous avons attiré l'attention de l'assistance, c'est le mixage des prêts. Ça, aujourd'hui, quand vous avez un projet financé par plusieurs prêts, il suffit qu'un des prêts ne soit pas constitutionnel pour que le projet soit bloqué. Maintenant, comment faire pour que cela n'arrive pas? Parce qu'un prêt est constitutionnel lorsque vous avez à l'intérieur un élément d'onde de 35%. Donc, l'Union européenne pourrait effectivement aider les organisations d'intégration sous-régionale à pouvoir faire ce mixage de manière à ce que, dans le cadre d'un projet multibailleur, donc même si tous les prêts ne sont pas constitutionnels, mettre des instruments en place pour rendre tous les prêts donc constitutionnels et rendre le financement du projet constitutionnel. Par exemple, on peut mettre des fonds en place pour permettre à l'Union économique et monétaire ouest-africaine ou à la CEDEAO de bonifier ces prêts-là qui ne sont pas constitutionnels. Le troisième point sur lequel nous avons attiré l'attention, c'est la faiblesse donc des échanges commerciaux à l'intérieur de cette région, à l'intérieur donc des deux communautés d'ailleurs. Nous atteignons à peine 20% et nous pensons que maintenant que le marché commun est consolidé, maintenant que nous sommes en union douanière, il faut peut-être penser à une intégration des productions. Nous pensons que plus on va promouvoir ces productions,
plus on fabriquera des marchandises qui pourront être échangées à l'intérieur de la sous-région. Cela permettra donc d'augmenter les échanges intracommunautaires. Parce que cela veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que nous avons des échanges commerciaux qui sont extravertis, qui sont orientés vers l'extérieur de la région. Donc il faut, en mettant en place des fonds de développement, en se penchant maintenant sur l'intégration par la production, nous pensons qu'on peut améliorer les échanges intracommunautaires. Ça donc c'est, si vous voulez, le point qui concerne les organisations d'intégration. En réalité, c'est une réunion entre l'Union européenne et ses organisations et auxquelles les ordonnateurs nationaux donc, des fonds de l'Union européenne ont été associés. Et ça change selon les pays. Et donc les États membres de la CEDEAO et de l'UMOA, c'est les mêmes. L'UMOA contient 8 pays qui sont tous à l'intérieur de la CEDEAO. Donc pour apporter leur expérience dans les différents thèmes qui ont été débattus. Il y a un thème qui nous a particulièrement intéressés, c'est le thème qui porte sur la paix et la sécurité, donc par rapport auquel on a attiré l'attention de l'assistance également, pour confirmer que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement, et que par conséquent, il faut que le financement de la sécurité ne soit plus un tabou. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est vrai, nous avons beaucoup d'aide, nous recevons beaucoup d'aide pour faire face aux crises alimentaires, nous recevons beaucoup d'aide pour l'école, nous recevons de l'aide pour la santé, pour l'agriculture, etc. Mais lorsqu'il vous arrive ce qui est arrivé dans notre sous-région, notamment au Mali, et problème par rapport auquel le Niger est fortement concerné, vous êtes obligé de prendre un peu à ce secteur prioritaire pour faire face à l'urgence, n'est-ce pas, qui est devenue le problème de la sécurité. Parce qu'il faut donner le minimum d'équipement à vos forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent faire face, si vous voulez, à ce choc externe. Parce qu'il s'agit véritablement d'un choc externe. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas cherché, il nous a été imposé. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive, c'est comme si vous prenez 1 kilo de riz de la bouche des enfants pour acheter des armes. Et donc, par rapport à ça, nous demandons à l'Union européenne, même s'il n'y a pas d'intervention directe, de faire en sorte que dans ces conditions-là, en plus, il faut que nous gardons ce kilo de riz pour les enfants, mais qu'on ait un peu 1 kilo supplémentaire pour pouvoir donc faire face à d'autres priorités. Il a ensuite été question de la résilience. Cela, c'est essentiellement, si vous voulez, le problème de l'alliance, comme ils l'ont appelé, l'alliance globale donc, pour l'initiative de la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un programme vraiment qui coïncide avec notre programme de 3N, qui est né avant. Si on regarde la chronologie, les 3N ont été mis en place. Le programme 3N est antérieur à cette alliance globale pour l'initiative résilience. Bon, ce qui fait que vraiment il n'y a pas de divergence, il y a concordance entre les différents objectifs et les différents axes. Ce qu'il faut dire, c'est que certainement que cette alliance va avoir beaucoup plus de moyens que nous pour les 3N, parce que cela concerne toute l'Afrique de l'Ouest. Et que donc nous demandons à ce que cette alliance, qui en abrégé s'appelle AGIR, n'est-ce pas, donc agisse sur les 3N pour, si vous voulez, un peu nous aider à faire face aux problèmes que nous connaissons par rapport à la mise en œuvre donc, de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, un programme auquel le président tient énormément. Donc, c'est heureux de dire que vraiment ces deux programmes, ces deux projets se complètent et le Niger, je pourrais dire, n'a rien à changer par rapport, donc pour respecter les engagements ou ce que nous avons pris comme engagement par rapport à cette alliance. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons eu un entretien bilatéral avec le commissaire en charge du développement
Donc, entretien qui s'est très bien passé. Les allocations prévues pour le Niger pour les 7 ans à venir sont supérieures bien sûr aux allocations par rapport au 10e FED. Mais nous avons plaidé pour que cette enveloppe soit encore accrue, soit augmentée. Et j'espère que nous avons été entendus. De toute façon, on verra des résultats dans les jours à venir. Mais comme je l'ai dit, je pense que nous avons été bien entendus. Nous avons été bien écoutés, nous avons été bien compris. Et nous avons quand même parlé de tous les problèmes que nous connaissons et des priorités qui sont des priorités du Niger par rapport donc justement à ce que le programme pour la Renaissance a prévu. Je voudrais signaler que le Niger est l'un des rares pays où donc le programme 11e FED se concentre sur 4 axes, sur 4 secteurs. Pour tous les autres pays, ça se concentre sur trois secteurs. Donc le Niger est l'un des rares qui va bénéficier donc d'une concentration sur 4 secteurs, dont la résilience, dont la sécurité et bien sûr le développement. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une réunion d'abord entre l'Union européenne et les 2 organisations d'intégration de l'Afrique de l'Ouest, que sont la CEDEAO et l'UEMOA, dont les 2 présidents de commission étaient présents. Et il est heureux donc de relever que l'Union européenne a décidé de doubler son aide, son appui donc à ces 2 organisations. L'aide qu'elle fournit à ces 2 organisations va passer de 600 millions d'euros qui était donc programmé au titre du 10e FED pour le 11e FED. Donc ce sera 1,2 milliard d'euros. Bon, qui se répartissent grosso modo 50% pour le développement économique, entre 25 et 30% pour la résilience et entre 20 et 25% pour la sécurité. Disons que ce qui est de plus en plus rassurant, c'est que la communauté internationale est en train de prendre conscience que le problème de sécurité devient un problème qu'on ne peut pas contourner. C'est un problème qui conditionne le développement. Bien sûr, la solution pour ce que nous connaissons dans la région du Sahel, qui a été au centre des débats, les problèmes du Sahel, c'est donc un problème de manque de développement économique. Nous pensons que plus on va créer des activités économiques dans le Sahel, plus on va construire des routes, plus on va mettre des investissements structurants dans cette région, et plus on va créer des emplois. Donc plus on va faciliter les communications, et nous pensons que c'est d'abord la première solution contre le terrorisme. Et maintenant, il faut, je pense également, donc approfondir la démocratie en installant donc toutes les structures. Il faut renforcer l'état de droit. Il faut rendre la justice accessible à tout le monde. Et je pense que ce faisant, on peut à long terme résoudre donc le problème de l'insécurité. Mais aujourd'hui, nous faisons face à des questions d'urgence. Et par rapport à ces questions d'urgence, les solutions, bien sûr, de court terme, c'est des solutions de court terme qu'il faut, c'est-à-dire il faut prévenir d'éventuelles agressions. Et pour ça, donc, nous avons besoin de l'aide de nos partenaires, mais nous avons également besoin d'une coordination au niveau de la sous-région, au niveau du Sahel, et nous pensons que cette coordination sera assurée par la CEDEAO. Voilà donc en gros ce que... This is the good life, and I'm gonna live it now.